Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Echo 237. Nous sommes en déplacement justement hors de notre studio pour l'enregistrement d'une de nos émissions de talk. C'est une autre édition de The Talk sur Echo 237, votre rendez-vous hebdomadaire qui traite des questions d'actualité et qui donne la parole aux hommes politiques. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir en face de nous un homme politique et pas des moindres, c'est une figure remarquable de l'UPC, Monsieur Patient Parfendon, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur Echo 237. C'est un plaisir pour moi aussi d'être invité, je dirais pour la première fois à Echo 237, qui est une web TV qui monte. Et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger sur des questions dans les thématiques que nous allons aborder ensemble et que nous allons mettre à notre disposition avec aussi un regard d'un UPCiste sur ce qui se passe au niveau de mon pays, le Cameroun, l'Afrique et le monde. C'est aussi ça, la nouvelle orientation. Il n'y a pas que des télévisions qu'on connaît, ou bien des radios classiques. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui pour des Africains, des milliers de kilomètres, de suivre exactement les avis, les points de vue et les postures des acteurs politiques, de la société civile, des Camerounais lambda tout court, sur comment nous espérons la suite des développements des dynamiques politiques au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Vous définissez également comme un panafricaniste, c'est-à-dire que tous les militants ou alors ceux qui ont combattu au sein de l'UPC sont aujourd'hui devenus tous des panafricanistes? Non, quand vous me dites ont combattu, vous me renvoyez au passé. Alors, si vous renvoyez... Puisque l'UPC n'a plus la même ferveur qu'avant, ce n'est plus la même dynamique sur le plan politique comme avant. Oui, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais c'est dû au fait que justement, c'est dû à cet engagement panafricain de l'UPC qui a donné l'impression, ou bien pas, mais qui a démontré à ceux qui nous dirigent, mais surtout à leurs gouvernants aussi, c'est-à-dire que des donneurs d'ordre. Je parle de l'Occident, je parle de l'élite politique française et occidentale, que l'UPC était un danger. L'UPC était un danger parce que l'UPC avait fini par découvrir la clé qu'il fallait à l'Afrique pour se sortir de cette domination qui ne disait pas son nom, mais aussi pour lancer vraiment les vrais projets, les vrais programmes de développement et du Cameroun et du continent africain. Cela passe par une solidarité africaine, par une fraternité africaine, par une unité politique africaine. C'est ça en réalité le sens du panafricanisme vu du point de vue des UPCistes. Les UPCistes, à l'époque et à la suite, nous autres qui avons pris le relais, on n'a pas fait que de professer. Nous l'avons mis en valeur. On n'a pas fait on l'a expérimenté, on a démontré, et par notre engagement militant auprès de nos frères africains en difficulté, que sans l'unité politique de notre continent, on ne pourra rien. Et les champions de ce panafricanisme, on ne les cite plus. Ruben Ouniobé qui adhère au Rassemblement démocratique africain, c'est une vision panafricaine à l'époque. Félix Roland Moumié, dont on ne présente plus, qui était l'ami de tous les grands leaders, que ce soit Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Sékou Touré, ce n'est plus à démontrer. Et son engagement dans l'avènement même de la conférence par exemple de Badouin avec le groupe afro-asiatique, on a vu son implication. Ernest Ouandié, l'homme vertical comme j'aime bien l'appeler, lui non plus, c'est-à-dire Ouandié, son implication, son engagement auprès des leaders panafricains dont Sékou Touré, Lumumba et d'autres, les Algériens et même l'Istiklad au niveau du Maroc, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Même au-delà, je rappelle quand même que le grand général vietnamien, le général Diap, quand il parle du Cameroun, le premier nom qu'il cite c'était le camarade Émile, dont Ernest Ouandié. C'est tout vous dire qu'au-delà du panafricanisme, ils étaient même des gens qui à l'international se battaient pour les causes des plus pauvres, des plus démunis, mais surtout à côté des mouvements de libération. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui l'UPC soit autant fragilisé, divisé, fragmenté comme on le constate aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple. Les gens font semblant de ne pas le voir. Au vu du caractère
j'allais dire, extrêmement rationnelle de la proposition UPCiste. L'Occident, la France en premier et ses supplétifs locaux ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer le manège qui continue jusqu'à aujourd'hui avec un parti politique aussi puissant que l'UPC qui, au-delà des hommes, a développé des idées. Et les idées de l'UPC, ce sont ces idées-là qui irradient toute l'Afrique aujourd'hui. Quand vous voyez un jeune comme le capitaine Ibrahim Traoré parler des dirigeants de l'UPC, parce que ces idées de l'UPC ont marqué puissamment, n'est-ce pas, l'ensemble de tous les Africains qui se battaient pour le développement et l'indépendance réelle et la souveraineté de notre continent. Quand vous lisez l'œuvre de Nelson Mandela, et voilà la page qui consacre à l'UPC et à ses dirigeants, vous comprenez très bien que là nous étions face à des gens qui étaient déterminés à sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de la position de dépendance qu'elle a. Donc, on est devenu comme une espèce d'abcès de fixation. On a décidé de détruire totalement l'UPC. On a commencé par éliminer physiquement ses dirigeants. On a tenté de la discréditer par des compromis de certains dirigeants. Je peux parler du cas de Oumou Massara qui à un moment donné a flotté, mais surtout par des divisions artificielles. Parce que quand vous présentez des gens comme Augustin Frédéric Kodop, Paul Lupote aujourd'hui et Balaguel, et on vous dit c'est ça l'UPC, ça fait rire. Au moment où on fait la promotion d'Augustin Frédéric Kodop, que je le rappelle, est membre fondateur du RDPC. Il était présent au congrès de Bamenda de 85. Au moment où les UPCistes plus tard vont être arrêtés, pratiquement le bureau politique du UPC est emprisonné dans cette prison infecte de la BMM à Yaoundé. C'était carrément l'ensemble du bureau politique de l'UPC. Je peux citer quelques noms très rapidement: Tchindu Koule, Abba Pama Pierre, Ndema Sama Alexis, Mun Jacques, Boum Jean-Pierre, Mendomo Elisabeth. Je peux continuer à l'infini. C'était des jeunes Camerounais, dirigeants de l'UPC, qui étaient arrêtés au moment où les gens voyaient en ce soi-disant nouveau parti. Mais en fait, vous savez que le RDPC, c'est la continuité de l'UNC. C'est ce que dit le congrès de Bamenda. La meilleure des choses dans laquelle tout le monde devait adhérer. Et ils ont continué à éduquer, à professer le message de l'UPC, à entretenir la flamme de cette idéologie et à dire que le combat doit continuer pour l'avènement d'un Cameroun qui ne soit pas dépendant, qui ne soit pas assujetti aux intérêts français et surtout poussé à devenir l'un des piliers de la France-Afrique comme nous le constatons aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a pris les gens tout droit sortis du ventre du RDPC, on leur a donné la légalité, cette fameuse question de la légalité, qui continue d'ailleurs d'envenimer les débats politiques au Cameroun aujourd'hui. On leur a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes l'UPC légal. Et en tant que les fondamentalistes, je vais dire de l'UPC, s'il fallait maintenir cette veine-là, qui répondrait mieux aujourd'hui au nom de l'UPC? Il n'y a pas d'individu. Je vous ai dit que je parlais de l'idée, c'est-à-dire vous pouvez crever le tam-tam, mais que faites-vous de la musique qui continue à sonner dans nos cerveaux? C'est la démarche, c'est l'idéologie, c'est l'idée, c'est la politique, c'est ça les piliers de l'UPC. Donc ce n'est pas une question d'individu en tant que tel. Mais nous voyons, quand vous voyez un UPC aujourd'hui se lever et dire que dans l'élection présidentielle qui arrive bientôt là, que son candidat c'est Paul Biya, ça ne vous pose pas un problème? Quand vous voyez un UPC se lever et dire qu'il a signé une alliance stratégique, alliance UNC, RDPC, UPC, ça ne vous pose pas un problème? Mais c'est pas possible. On ne peut pas demander aux enfants, aux héritiers de ceux qui se réclament, des héritiers de Ruben Mouniobé, de Fritz Moumier, de Michel Ndor, de Senda Afana, n'est-ce pas, d'aller embrasser les héritiers d'Ojula. Il y a un non-sens là-dessus. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et chaque fois, même je peux prendre le cas même de l'UPC Manedem, quand on a tenté de nous dire, bon, ok, on va vous laisser cette enveloppe vide pour nous constituer en un parti politique fidèle aux idéaux des pères fondateurs de l'UPC, nous sommes allés devant les tribunaux. Kodak nous a traînés devant les tribunaux. La Cour suprême, agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel, à 2 reprises, a donné raison à l'UPC Manedem en actant que c'était un parti politique légal. André Tchungi, à sa suite Congo Dima, ont refusé
d'appliquer cette décision de justice et de donner la possibilité à l'UPC Mandem de fonctionner convenablement comme un parti politique légal. Donc aujourd'hui, d'autres à notre sud subissent les mêmes affres, n'est-ce pas, et injustice de ce pouvoir. Ils oublient qu'à l'époque, nous avons été les seuls à subir cette faute de pouvoir et nous n'avons pas vu beaucoup de solidarité autour de nous, quand bien même c'est à l'initiative de l'UPC, dans le cadre de notre changement, que nous avons désigné Ni John Fundi comme le candidat unique de l'opposition, que nous avons battu campagne pour Ni John Fundi. Mais hélas, quand on voit en retour ce qu'on appelle le jeu d'opposition a servi à l'UPC, quand il était dans un affrontement violent avec le pouvoir, on se pose beaucoup de questions. Donc, au-delà, Ruben Oumniobe a fait un texte qui est très beau, qui dit le tout n'est pas de changer de nom. Si vous maintenez les idées que vous avez, vous serez toujours combattu. L'élite politique au pouvoir aujourd'hui est une élite politique assujettie complètement aux intérêts français. Qu'on ne vous raconte pas des bobards. Le Cameroun est toujours l'un des pions de la France-Afrique les plus vigoureux. On a vu récemment justement plusieurs militants des différentes factions de l'UPC déclarer leur candidature à l'élection présidentielle. Pour vous, cette année 2025, à quelques mois de l'élection présidentielle, quel sera pour vous le candidat idéal de l'UPC? Ou alors l'UPC a-t-il un candidat véritable? Bon, premièrement, c'est une très belle initiative qu'enfin l'UPC se démarqua et puisse présenter un candidat. Bon, malheureusement, les processus de désignation des candidats, surtout du professeur Bahebek, a été entaché de beaucoup de difficultés. Au point, ce candidat-là n'a pas été capable d'assumer pleinement le rôle historique qui était le sien dans le cadre de cette élection à venir. Cette élection de 2025 pour l'UPC revêt plusieurs challenges, ou bien revêt plusieurs visions. La première vision, c'est de dire que pour rien au monde, nous n'accepterions plus jamais que l'Union des populations du Cameroun soit absent, n'est-ce pas, au tournant des grands moments, comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives et municipales, où on a vu l'UPC interdit de compétir sous le fallacieux prétexte qui avait mis l'UPC, en oubliant que ce même régime, à un moment donné, a validé dans des élections une UPCN, une UPCK, une UPC tout court. Premièrement, donc on a invalidé toute l'édition de l'UPC, on a empêché l'UPC de participer aux élections, alors que cette UPC, même si c'est une peau de panthère qui n'est pas la vraie panthère, elle continue de faire peur à ce pouvoir. Donc ils étaient bien partis pour gagner au moins dans des zones où vous avez acquis des municipalités. Je pense à Aïdé Premier, je pense à Ngambé et d'autres communes dans le Nyongokili. Ngambé, c'est dans la Sénégal maritime, voilà, où l'UPC avait gagné des élections municipales. Bon, donc on a interdit à l'UPC d'aller aux élections. Il y a déjà ça, l'interdiction formelle, vous n'irez pas aux élections. Et on a laissé le boulevard et l'espace politique à d'autres formations politiques qui chacun chante à sa manière reprendre la lutte de l'UPC. On voit bien que c'est un bluff parce que c'est pas possible. Voilà. Et puis, ces candidatures disaient quand même que, quelles qu'en soient les difficultés que l'UPC va rencontrer, elle va toujours, dans des moments importants, signifier à l'ensemble du peuple camerounais qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante. Malheureusement, je continue de dire, la première candidature du professeur Bahebek a posé beaucoup de problèmes parce que pour moi, je l'avais dit à des camarades, ce n'était pas la bonne candidature. Le professeur Bahebek est beaucoup plus habitué à des débats où il y a des clashs, où il y a des invectives. Ce n'est pas ça, un candidat à la présidentielle. Il y a des divisions. Et pour vous, la bonne candidature, c'est? La bonne candidature devait être une candidature premièrement consensuelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. De toutes les classes politiques UP6, ce n'est pas seulement l'UPC légal, il y a aussi l'UPC Manedem, il y a le Manedem lui-même. On aurait pu se regrouper, faire des espèces de primaires et choisir un candidat qui défendrait convenablement l'ensemble des... non pas de fractions, des idées de l'UPC pour 2025.
C'est-à-dire nous devons, on aurait dû tout ensemble nous mettre d'accord sur une espèce de feuille de route, si on peut l'appeler ainsi, de démarche pour cette élection présidentielle pour préparer justement les élections législatives et municipales. Ça ne s'est pas passé comme ça. Chacun allait... Bon, après, il y a aussi Yambi Timba, qui a été mon jeune frère et ami, qui a été aussi adoubé par une fraction de l'UPC comme candidat. Bon, on verra ce que ça donnerait. Il a beaucoup plus de maîtrise à mon sens. Il a beaucoup plus de vision à la fois panafricaine et même nationale. Le seul hic qu'il a aussi comme difficulté, c'est qu'il s'est récemment qu'il a de manière formelle accepté de rejoindre les rangs de l'UPC. Mais cela ne me dit pas qu'il n'avait pas des idées de l'UPC, parce que ça aussi c'est un autre débat. On peut ne pas être dans l'UPC encarté de manière formelle, mais être un sympathisant qui finit par militer. Voilà, mais avoir des idées de l'UPC bien arrêtées dans... Bon, on a l'habitude de dire que chaque Camerounais a au moins les gemmes de l'UPC en lui, au regard justement. Oui, il faut oui et non. C'est la même rhétorique qui revient souvent quand on nous parle des Bassa et des Bambileke qui sont forcément des UPC. Je dis non, parce que moi je suis un Bassa. Je vous dis qu'au moment au plus fort de l'UPC, quand l'UPC se battait, Oumiobe, ses amis Wandi et les autres, il y avait quand même des élites Bassa qui combattaient l'UPC. Quand Oumiobe ira défendre le projet de la réunification de l'indépendance nationale à l'ONU, il y a dans le groupe qui était monté par les Français des élites Bassa qui sont allés porter la contradiction à Ruben Mouniobe à l'ONU. Vous avez des partis comme les Sokam, je crois des Dimala, vous avez un Dekam, etc., qui disaient que Mouniobe raconte des bobas. Et la même chose à l'ouest, il y avait des dirigeants politiques, soit qui étaient avec Aïdjo ou bien Bida, soit qui avaient des partis qui étaient complètement, voilà, qui combattaient Ernest Wandi et Mouniobe. Je vous rappelle que l'un des attentats les plus violents qu'un dirigeant de l'UPC ait subi ici au Cameroun, c'était l'attentat de Fumban contre Ruben Mouniobe, où on a failli le éventrer complètement le cerveau avec des attaques venues des Dungourou, du sultan de l'époque. Et moi j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que papa était épiciste que je suis forcément épiciste. C'est un choix politique. Les gens font des choix. Comme au nord, nous avons eu des très braves militants. Je suis arrivé à Maroua, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit nous sommes des enfants de Félix Roy-Moumier quand il était affecté ici. Nous sommes des UPC. C'était mes aînés de très loin, d'autres même mes papas. Vous voyez, vous allez à l'Est, vous allez trouver aussi des gens qui ont été à l'UPC depuis très longtemps. Pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Pourquoi vous allez au Sud? Alors là, c'est une autre affaire. Même en pays Boulou, l'UPC, c'était l'un des piliers de l'union des populations du Cameroun dans ce pays. On peut citer beaucoup de noms. Donc je crois que c'est des points de vue qu'on ressasse beaucoup, mais qui ne tiennent pas quand on tente d'analyser les faits historiques de cette époque-là. Voilà, parlons de l'actualité qui prévoit actuellement au Cameroun, notamment à quelques jours, on va le dire, de la convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle de 2025. Et l'actualité est marquée et dominée par des démissions au sein du gouvernement. Les deux ministres, le ministre d'État Beloboa Magari qui a démissionné et a déclaré sa candidature avec l'UNDP à la prochaine élection. Issa Chiroma Magari, bien avant, l'a fait. C'est véritablement deux démissions qui cristallisent l'actualité politique ces jours. Vous, quelle est la lecture que vous faites justement de ces démissions? Écoutez, nous sommes face à un problème et à un dilemme. Le pouvoir UNC-RDPC dirigé par M. Biya est arrivé en bout de course. Parce que c'est un pouvoir, bien que ce soit un système, mais qui s'est beaucoup cristallisé autour d'un individu. Cet individu, c'est le président Biya. Le président Biya est d'un âge raisonnable qui peut nous permettre de penser qu'il était grand temps pour lui de prendre sa retraite politique. Comme il y a beaucoup de référaires autour du président Biya, comme il y a beaucoup de gens, j'allais dire, qui pensent que sans le président Biya, ils risquent de ne plus continuer leur business, ils ont poussé le bouchon jusqu'à insister que le président Biya soit le prochain candidat du RDPC. Ce que je recuse.
que je combats d'ailleurs. Je suis contre la présidence, la candidature du président Biya. Quand je le dis, les gens me disent est-ce qu'il est âgé parce que c'est pas... Non, c'est pas une question d'âge en tant que tel. Pour quelle raison? Mais l'âge, j'en viens. Premièrement, le président Biya, sur le plan physique, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il est arrivé à des limites qui ne peuvent plus lui permettre d'exercer un pouvoir aussi important que celui de l'hégémon central d'un pays comme le Cameroun. Physiquement, ça se voit. On n'a pas besoin de l'aimer, bien de ne pas l'aimer. Je pense même que ceux qui l'aiment beaucoup plus et qui sont autour de lui devaient beaucoup plus avoir cette impression, mieux que nous, que le voyons qu'à distance et à la télé. Mais quand je les écoute, certains qui continuent d'avoir des comportements vraiment antipatriotes en faisant croire que ce que nous voyons n'est pas ce que nous voyons, c'est pas une bonne chose. Deuxièmement, le président Biya, restons seulement dans le cas de RDPC, n'allons pas à l'UNC, n'oublions pas qu'il était Premier ministre quand même dans ce pays. Il est au pouvoir depuis pratiquement 43 ans. À 43 ans, soyons honnêtes, quels sont les dividendes en termes de développement, en termes même de paix relative pour notre pays, pour le président Biya? Moi, je pense qu'il a donné ce qu'il a pu donner et qu'il est grand temps qu'il prenne sa retraite. Or, comme je l'ai dit, certains autour de lui, de ces créatures, continuent à pousser en disant il est le meilleur candidat, il est le meilleur homme. C'est pour des intérêts égoïstes? Des intérêts simplement et purement égoïstes. Conséquent, ça crée des antagonismes à l'intérieur du système. Parce que certains se sont retrouvés par la structuration du système beaucoup plus proche du chef de l'État que d'autres. Or, cette nouvelle, j'allais dire, réalité politique pousse certains à se dire quand même que nous n'allons pas enterrer notre pays pour le simple fait d'un individu. Pourquoi ne pas revoir les choses autrement? Pourquoi le RDPC lui-même n'aurait pas pu faire un effort de proposer quelqu'un d'autre à la place du président Biya pour son candidat à la prochaine élection? Ce ne sont pas des têtes qui manquent. Ce ne sont pas des personnalités quand même qui auraient pu au moins assurer une transition convenable qui manque. Et pour quelle raison il n'y a pas peut-être quelqu'un d'autre qui est présenté en lieu et place du président Paul Biya? Parce que je t'ai dit que le pays, et le RDPC a laissé le pays parce qu'il y a une majorité obèse à l'Assemblée dans toutes les institutions, se structurer autour d'un individu qui concentre entre ses mains l'essentiel de pouvoir. C'est que celui qui ose se prononcer, certainement aura des problèmes. La guillotine. Ça ne sera pas la guillotine du simple fait du bon vouloir du président Biya, mais la guillotine autour de son entourage, de tous ces gens-là, n'est-ce pas, hein, qui lui disent, mais vous voyez, on vous avait dit, depuis là, il orne ton fauteuil, alors que tout le monde voit que, objectivement, le président Paul Biya ne peut plus. Il faut avoir le courage de le dire. Bon, donc je dis donc que ce n'est pas une question seulement d'âge. C'est vrai, on peut être âgé et être inefficace, je dis souvent réactionnaire, et être jeune, être progressiste et vice-versa. Mais dans le cas du président Biya, ce n'est pas une offre nouvelle. Il est là depuis. Nous le voyons, nous l'avons vu à l'œuvre, nous avons vu de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Comment on peut penser qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous sommes en 2025, la seule proposition qu'on puisse donner au Cameroun de la part de ce pouvoir moribond, c'est de nous proposer quelqu'un qui est au pouvoir depuis 43 ans et qui est rentré dans la tranche de ceux qui seront bientôt centenaires. Donc physiquement, il a même des problèmes de pouvoir se mouvoir convenablement. Je pense que là, nous avons un problème. Et quand on le dit, on tente de te ramener des exemples. La reine Elisabeth qui est morte, ça ne fait pas très longtemps. On vous parle de Bush, de Trump, je ne sais pas de qui. Non, nous sommes des Camerounais. Nous avons un pays à construire et à bâtir. Nous avons besoin des gens qui sont capables d'avoir cette énergie-là. Le président Biya, je suis désolé, n'a plus cette énergie. Donc je crois que cette démission en cascade au sein du gouvernement Biya, vous avez remarqué que ce sont des leaders des partis politiques qui avaient fait
alliances avec le pouvoir, qui sont en train de se désolidariser, peuvent avoir plusieurs sons de cloche ou bien grilles d'analyse. Premièrement, simpliste, on peut penser que c'est un jeu de pouvoir. Je veux dire que depuis un certain temps, je parle de pouvoir, je parle de régime, mais je parle aussi de système. On peut penser que c'est un jeu de système pour essayer d'éclater complètement les voix de l'opposition. Vous savez que nous sommes dans une élection à un tour. Donc même avec 35% de voix, vous êtes proclamé élu dans ce pays pour éclater les voix de l'opposition. La deuxième hypothèse peut être que à l'intérieur de ce gouvernement et de ce système, il y a des espèces de malaise qui prennent beaucoup plus d'ampleur au point d'éclater et de faire à ce que certains ne peuvent plus continuer à subir les humiliations qu'ils ont subies dans le noir à l'intérieur de ce système. D'autant plus que nous sommes à la veille d'une constatation électorale majeure. La troisième possibilité, c'est un calcul politicien de ces propres leaders-là. Vous savez, si l'UNDP ou bien le parti de FSNC du président Issa Chiroma Bakary ne se lance pas dans cette compétition électorale, leurs bastions politiques seront des bastions qui seront offerts à tout le monde, et au RDPC et à ces challengers. Or, dans la foulée plus tard, il y aura des élections législatives et municipales. Ils peuvent aussi penser que le moment, au lieu de laisser en friche leur base politique, peut-être que le moment est arrivé de commencer une espèce d'échauffement pour préparer ces législatives et ces municipales. Mais en le faisant, parce que l'opposition camerounaise a été incapable d'avoir un bloc homogène avec un programme consensuel, chacun pensant que comme il est né sous l'insigne du Christ, son tour est arrivé pour arriver et tout dit. Donc l'opposition pour moi a commis cette faute en ne faisant pas l'effort d'unir ses forces pour aller à l'assaut du palais de Toudi. Les gens me ramènent souvent au cas sénégalais, mais ne comparez pas le Sénégal au Cameroun. Maintenant, est-ce que le fait que Issa Chiroma Bakary et Bello Boba Magari ont démissionné et déclarent leur candidature, est-ce que ce n'est pas peut-être un moyen pour eux de converger vers une candidature consensuelle du Grand Nord à cette élection et peut-être baliser la voie à une future coalition avec les autres acteurs de l'opposition pour une seule candidature unique? Mais il fallait d'abord que l'idée de candidature unique soit acceptée dans l'opposition. Vous ne remarquez pas que cette idée-là ne passe pas dans l'opposition? Non, ils sont ouverts. Si on prend par exemple le cas de la plateforme ou alors du groupe de Douala qui est initié par Anissé Kane et puis Sambaka et d'autres, vous allez constater d'ailleurs, ils l'ont martelé plusieurs fois que beaucoup de candidats de l'opposition sont favorables. Les plus en vue de l'opposition sont favorables à cette idée, mais c'est peut-être la feuille de route, c'est-à-dire les accords entre les leaders qui fait problème. Anissé, c'est mon ancien camarade, c'est l'un de mes mentors. Oui. Bon. Je connais Anissé, l'amour profond qu'il a pour ce Cameroun. Je connais mon grand frère Cyril Sambaka, qui était un ami et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais quand on regarde concrètement la démarche des candidats qui se sont déjà proclamés candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, je peux vous le dire, les gars sont déjà carrément en campagne. Et quand vous écoutez autour d'eux, parce que nous ne sommes pas dans le langage politicien, quand vous écoutez autour d'eux, ce que ces gens, leur garde-corps, les commandos immédiats vous disent, c'est que le moment est arrivé pour que notre gars soit là parce que c'est le meilleur. Chacun pense que son candidat c'est le meilleur. Sinon, il n'aurait pas attendu le groupe de Douala pour commencer les conciliabules dans le cadre, n'est-ce pas, de jeter cette idée une idée dominante dans la société que, entendons-nous très bien, nous sommes obligés de nous tenir la main, de nous mettre ensemble avec un programme minimum pour aller à l'assaut de Toudi, avec d'ailleurs pour exigence qu'il y ait une transition politique. Tout à fait. Mais ce n'est pas ce que les gens disent. Chacun produit son programme, chacun fait le tour des médias, d'autres sont sur le terrain en expliquant aux populations que c'est
la solution. Avec justement la venue de Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba, ça ne redéfinit pas les cartes justement du jeu électoral au niveau même de ces candidats de l'opposition qui pensaient être les super candidats les mieux positionnés pour aspirer à gouverner prochainement. Est-ce que ça ne va pas faire en sorte qu'ils puissent redéfinir leur stratégie en saisissant justement ce qu'on pourrait appeler une main tendue justement du Grand Nord? Je suis en partie d'accord avec vous. Je rappelle quand même que quand on regarde le poids électoral, un parti comme l'UNDP, c'est quand même costaud. C'est eux qui dirigent la région de la Damawa, ne l'oublions pas. Bon, maintenant, on va revenir à la question qui n'a pas permis à l'opposition, hors ces 2 allées de RDPC qui viennent de faire défection, de ventiler dans les masses l'idée du candidat unique. Prenons plusieurs hypothèses. Vous voyez beaucoup de candidats de l'opposition déclarés aujourd'hui qui accepteront que Bello Bouba soit le candidat unique de l'opposition. Ça dépend des accords entre ces candidats. Vous en voyez vraiment beaucoup. Bon, il va estimer peut-être qu'il est aussi âgé, non? Il a 78 ans. Ah, vous voyez comment vous-même commencez déjà à mettre... Bon, en fait, j'en ai entendu parler. Il a 78 ans. Ça signifie qu'il est quand même aussi proche de la retraite. Oui. Beaucoup qui seraient séduits à l'idée que Issa Chiroma Bakary soit le candidat unique de l'opposition. Il en a 76, je pense. Donc vous revenez à la question de l'âge. Vous voyez, les éléments qui vont participer à l'élimination, n'est-ce pas? Bon, si on met l'âge en avant, bon, on peut dire que tous ceux qui ont plus de 60 ans doivent être éliminés. Vous croyez qu'une coalition peut tenir comme ça au Cameroun? Avec Abal en tête, par exemple, qui a moins de 60 ans. Vous croyez que ça peut tenir au Cameroun comme coalition? Pourquoi ne pas? Qu'est-ce qui empêcherait une telle coalition? Vu brusquer la politique, je vous dis que ça ne tiendra pas. Mais donc, estime, pour prendre peut-être le cas de, si on veut se limiter à cette tranche d'âge que vous avez définie, Cabral Libi serait le favori, justement. Bon, sauf que les autres ne vont jamais l'accepter. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Par contre, et ça, j'avais développé cette idée, si on était vraiment parti avec un gouvernement de transition qu'on mettrait en place, une candidature unique, on aurait pu décider de choisir quelqu'un qui n'est même pas un leader d'un parti politique. Alors disons, attention, nous allons tous te mettre derrière toi, mais tu prêtes serment devant le peuple que nous allons battre campagne pour toi, mais pour que tu fasses 3 ans de pouvoir, de temps de redéfinir les institutions, de temps de revoir un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour programmer maintenant de véritables élections crédibles, qui ne soient pas totalement sous la domination en termes d'institutions que nous voyons du pouvoir actuel, ou bien du pouvoir dominant. Si tu es d'accord, nous sommes partants. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'un gros calibre d'un parti. Mais le problème qui se pose, les gros calibres, pour utiliser votre expression, estiment qu'ils ont mené le combat de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils ont mené le combat des forces du changement et qu'ils ont porté ce combat pendant des années. Il serait inconcevable qu'on présente un ONEM comme le leader justement d'une coalition quelconque, sans que ce soit eux. Est-ce que c'est pas aussi compréhensible à ce niveau-là? Non, moi, c'est pas compréhensible au vu de la difficulté que nous avons. D'abord, nous avons que quelques mois. Maintenant, les gens commencent à se réveiller, alors qu'ils auraient dû se réveiller depuis très, très longtemps. Parce que nous n'affrontons pas seulement l'individu Biyaki en face de nous. Nous affrontons un système qui est solidement implanté, qui a près de 90% des mairies du pays, qui a une majorité obèse à l'Assemblée, qui a les autres instruments de l'État pratiquement dans ses mains. Donc vous parlez que du jour au lendemain, parce que vous êtes beau, parce que vous parlez bien, parce que vous avez de beaux diplômes, tous ces gens-là qui sont complètement accrochés, n'est-ce pas, à leurs avantages que ce système-là leur offre. Ils vont tourner le dos à ces avantages parce que vous parlez très bien, parce que vous avez beaucoup de diplômes, parce que vous avez beaucoup souffert. Mais vous avez souffert plus que qui? Je vous ai parlé de mes camarades. Pourquoi eux
ne serait pas là en train de crier que s'il y a une balance, n'est-ce pas, pour jauger et juger les souffrances, qu'on commence d'abord par nous. Ça ne veut rien dire. Nous sommes dans un pays qui est au bord du chaos. Si nous avions la tête de nos institutions de l'opposition, de véritables patriotes et de véritables nationalistes, la problématique du fait qu'ils aient enclenché le mouvement de l'opposition ou bien du non à ce régime ne se poserait pas. Parce que c'est le bien collectif que tout le monde regarderait. Et je continue d'insister en disant, tel que je vois les acteurs politiques au Cameroun aujourd'hui, il sera très difficile, à quelques mois de l'élection présidentielle, de former une coalition, de trouver cette formule-là. Vous pensez que le changement sera difficile, le changement qu'on souhaite de tous nos feux? Le changement qu'on souhaite, à mon sens, ne pourra provenir que d'une implosion du système, d'une implosion de ceux qui tiennent les rênes du... Et que c'est à l'intérieur même du système. C'est à l'intérieur que cette implosion, pour moi, de manière crédible, ce changement-là peut se produire. Et c'est pour cela que, même si je ne crois pas beaucoup, les démissions de Bello et de Issa, si elles peuvent provoquer d'autres courageux au sein du pouvoir pour dire enough is enough, je crois que ça sera beaucoup plus utile au Cameroun que toute la gesticulation des gens où je vois que chacun tient à être... tout le monde va vous parler de candidat unique, tout le monde parler de l'unité de l'opposition, mais à condition que ce soit lui qui soit choisi comme candidat unique. Ça, c'est déplorable. On l'a vu par le passé et on le voit encore aujourd'hui, au moment où le pays est encore davantage plongé dans un inconnu que personne ne peut désigner. Est-ce que les problèmes liés par exemple au clivage ethnique ne constituent pas également un sérieux problème pour ces changements que tout le monde appelle de toutes ses forces? Les Camerounais sont davantage divisés, c'est-à-dire il y a ce repli identitaire qui se fait de plus en plus ressenti. Est-ce que vous ne percevez pas que ça puisse être véritablement un problème? Mais c'est l'une des victoires du parti au pouvoir, de ce système. Diviser les Camerounais, ramener les Camerounais dans des bases ethniques, claniques, tribales et tout ce que vous voulez. Vous-même, dans votre question tout à l'heure, en parlant de Bello Bouba et de Sachiroma, vous avez parlé de Grand Nord. Vous voyez? Vous avez parlé de Grand Nord. Ça fait un peu rire, moi, quand j'entends les gens parler de Grand Nord. C'est quoi le Grand Nord? C'est quoi le Grand Nord? Quand j'entends les gens parler les gens du Sud, c'est quoi le Sud? Les gens nous parlent de l'Ouest, c'est quoi l'Ouest? C'est quoi? Du Cameroun. Tout simplement. Mais quelqu'un ne peut pas se dire, moi, je suis le candidat du Grand Nord. Ça n'a aucune signification. On n'est pas candidat. Donc on valide. Ce qui nous fait du mal, ce qui nous ramène là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire les divisions sur la base des régions, sur la base de l'ethnie, sur la base de la tribu. C'est un danger, c'est le poison, justement, qu'on a mis à l'intérieur du peuple camerounais. Personne ne parle plus de programme. Personne ne parle plus d'idéologie. Personne ne parle plus de vision politique. On ne parle du Grand Nord, du Grand Sud, du Grand BAM, du Grand ceci, de la Grande Sanaga maritime, des conneries comme ça. Voilà où nous en sommes. Et c'est pour cela que nous ne déclarons pas. Oh, c'est pas ce que moi j'ai vu en 90 par exemple, quand j'ai fait mes premiers pas dans l'activisme politique. Tous les gens qui ont soutenu le candidat, c'était le candidat de l'Union pour le changement. Je suis d'ailleurs désolé que plus tard, c'est devenu comme si c'était une prouesse de John Frundi. Non, ce n'était pas une prouesse de John Frundi. C'était une prouesse d'une agrégation des volontés des partis, souvent même des micro-partis, qui ont dit la meilleure chance que nous avons pour affronter pour le bien, c'est d'avoir ce candidat comme notre candidat. Je rappelle que l'Union pour le changement a désigné Nidjan Fundi comme candidat unique de l'opposition bien avant que comment dire ça, le congrès du SGF qui devait désigner son candidat se tienne. Oui, oui. Parce que là, les gens avaient une autre vision. Ils avaient une autre vision. Aujourd'hui, on divise tout. Quand moi je prends la tête de la marche pour aller libérer Monga Njawe au tribunal, ils sont là au tribunal.
Il n'était pas question de Bastara, de Bamileke, quoi que ce soit. Mais ces thèmes reviennent beaucoup dans la rhétorique. Est-ce une manière de diviser l'opposition lorsque ces expressions liées justement au clivage ethnique reviennent tout le temps? Là, le pouvoir a réussi. Ils ont réussi. Alors qu'en leur sein, quand je parle de tribalisme d'État, l'un des piliers, il y en a désigné 4, le tribalisme d'État, la violence d'État, la corruption d'État et le mensonge d'État. Le tribalisme d'État est bien entretenu par le pouvoir. Bien entretenu. Je vois les gens disent, ah, cette fois-ci, le peuple du changement. Qu'est-ce qui appelez-vous peuple du changement? Je me souviens, je vous donne, je fais cette anecdote. Je me trouve dans le Mungo, sud pour battre campagne. Là, j'allais accompagner mes amis du Manidem, bien que n'étant pas de leur parti. Ils étaient candidats là-bas pour battre campagne. Et, patatras, par hasard, je trouve que mon camarade, mon grand frère, Wato Gabriel, est candidat aussi au compte du SIF. J'arrive, il me dit, oh, ma poubelle, tu es bien arrivé. Je dis, Gabi, je ne veux pas te laisser. Le peu de jours ou de temps que je vais mettre là, je vais aussi battre campagne pour toi. J'arrive dans certains contrées parce qu'on se déplaçait de gauche à droite dans le Mungo Sud pour battre campagne. Et en même temps, j'avais la candidate Marine Kane pour peut-être des listes municipales pour le Manidem. Et j'avais Wato Gabriel, mon grand frère Gabi, pour le SIF, pour les législatives. Et j'entends les gens me sortir. Ils disent, ah, grand frère, toi, on te voit souvent à la télé, on t'aime bien, tu as des positions bien tranchées, félicitations. Mais pourquoi tu veux qu'on vote pour Wato Gabriel ici? Alors que Wato est né là-bas. Hein? Son père, c'était un ancien prisonnier du PC. Hein? Alors que dans son village là-bas, c'est le RDPC qui gagne. Je leur réponds comment? Vous voyez là où nous sommes arrivés? Je dis, mais c'est pas possible. Mais je vous demande de voter pour un véritable nationaliste, un patriote. Vous me ramenez, il dit que non, parce qu'ici, il va gagner. Et nous, on va perdre tous les avantages que le pouvoir concède après les élections. Alors que lui, dans son village d'origine, c'est le RDPC qui gagne. Il me dit, expliquez-moi ça. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc, vous voyez là où nous sommes arrivés? Les élites camerounaises sont la gangrène qui ont pourri complètement le jeu politique au Cameroun en soutenant ce pouvoir. Et que faut-il faire pour mettre un terme à cela? Pour que le Cameroun soit notre seule religion, soit notre seule communauté finalement? Les contradictions internes du pouvoir, parce qu'à un moment donné, ces contradictions vont arriver à des niveaux où elles vont forcément, ce système va imploser, premièrement. Deuxièmement, la prise de conscience de ceux qui se disent des entrepreneurs politiques dans l'opposition. Il faut qu'ils comprennent qu'au-delà de tout ce qu'on peut bien raconter, tel est beau, tel est diplômé, tel est ceci, tel a trop souffert, etc., etc., ce qui est important, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui est important. Alors, je vais vous surprendre. Il n'est pas trop tard pour pouvoir le penser. Malgré le fait que nous sommes pratiquement à quelques 4 mois de l'élection présidentielle, oui. Mais il n'est pas trop tard, à condition que les gens mettent le Cameroun en avant et leurs petites personnes en retrait. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Que ce soit sur le plan individuel, sur le plan des communautés, sur le plan des régions. Éduquer les masses, sensibiliser les gens, oui. Je n'ai pas beaucoup vu d'éducation de masse depuis que on m'a empêché de continuer ce travail d'éducation. Quand je dis on m'a, je dis ma famille politique, du nom des populations politiques et du nom des populations du Cameroun, l'UPC qui était le seul parti qui éduquait les masses. Les autres ne font pas d'éducation politique des masses. Il faut commencer par là. Moi je me souviens, je l'ai déjà dit 1000 fois, il y a un gouvernement de Biya qui est nommé. À l'époque, mon père est de regretter, mais moi, il est encore vivant. Et il me dit, vraiment, lui, il est contre ce gouvernement. Il ne comprend pas. Je lui dis pourquoi. Il dit qu'il n'y a pas d'ambassade dedans. Papa, mais comment tu peux dire ça? En quoi un ambassade sera utile dans un gouvernement si c'est un gouvernement de patriotes? L'essentiel, c'est que ceux qui sont nommés là puissent travailler pour le Cameroun. Il me dit, non. Tu es trop jeune, tu ne comprends pas. Il faut une ambassade dedans. Bon, après, il y a eu Henri Oubenden qui a été ministre du gouvernement et chef scientifique. Je continue de me poser la question en quoi il a été, qu'est-ce qu'il a son apport au Bassa. Comme je vois plein de gens là, qui sont de toutes les ethnies du Cameroun, qui sont dans ce gouvernement de M. Biya. En quoi sont-ils utiles à leur ethnie?
Bon, peut-être il y a des petits marchés qu'on donne de gauche à droite à un ou deux individus, mais pris en gros, grosso modo, ils ne sont pratiquement pas utiles à leur ethnie. Moi, j'ai vécu là où j'ai vécu, en parfaite symbiose avec toutes les ethnies du Cameroun. J'ai vécu à Neuvelle, c'est mon quartier d'origine. Il y avait des Bambriqués, des Katibana, on allait jouer ensemble, manger nos beignets ensemble, des gars à Oussa, des gars à Bafia, des gars à Betty, mon frère Bessala et consorts, on n'avait jamais eu de problème. Les Douala, les Titi et consorts, le Wangissi, jamais de problème. Les Boutins. Mais je me retrouve avec des gens qui ne pensent que ethnie, qui ne pensent que non. Nous aussi, nous sommes dedans. Tu es dedans comment? Mais les acteurs politiques eux-mêmes ont contribué à accentuer justement ces clivages-là, non? Ce sont des escrocs politiques. Ces élites, c'est des escrocs politiques. Vous avez compris? Ils se servent des ethnies comme c'est du clientélisme politique qu'ils font. On exacerbe, il y a une exacerbation des contradictions ethniques pour des buts politiques pour ces individus-là. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Mais quand il faut qu'ils marient leurs enfants, il n'y a pas d'ethnie. Quand il faut qu'ils fassent des deals pour monter des sociétés, et souvent pour escroquer la fortune publique, là, il n'y a pas d'ethnie. Mais quand il faut maintenant venir sur la... Vous voyez, on me combat parce que je suis de votre ethnie. On n'est pas d'accord avec moi parce que je suis de votre ethnie, etc., etc. Ce sont des histoires à dormir debout. C'est pour ça qu'il faut recommencer par le... Je vous ai parlé de transition. Tout à fait. Si ce gouvernement tombe, il faut qu'il y ait une transition politique au Cameroun. Et il faut redonner de l'espace à ce que veulent dire que les Camerounais. Parce que c'est seulement comme ça que le Cameroun va reprendre sa place de leader. Parce que je vous rappelle, il y a 3 pays en Afrique qui doivent être respectés. C'est l'Algérie, c'est le Cameroun et c'est l'Afrique du Sud. Mais au sud du Sahara, c'est nous l'Afrique du Sud. Mais comme pays où les gens se sont levés, même avec les bâtons à la main, pour dire non à l'occupation de leur espace par une administration coloniale, par un État colonial, en l'occurrence la France, c'est le Cameroun. J'ai été dans beaucoup de pays, quand j'ai dit je suis Camerounais, les gens ont applaudi. C'est nous qui ne savons pas ce que nous valons. Mais malheureusement, avec ce que je vois et dans le pouvoir et dans ce qui fait lieu d'opposition aujourd'hui, me laisse à penser qu'il faudra encore être patient. On a encore du chemin. De toute manière, l'émission visait effectivement à sensibiliser les masses, raison pour laquelle nous donnons la parole aux hommes politiques qui ont du chemin et qui ont une certaine vision de ce que peut devenir le Cameroun demain. Nous allons sortir peut-être avec votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à tous les Camerounais que le Cameroun, c'est notre seul bien commun. Il ne faut pas le détruire, quel qu'en soit les circonstances de ce qui adviendra. Premièrement. Deuxièmement, de dire à ceux qui soutiennent le pouvoir, surtout à leurs militants, que je pense que le grand temps qu'on envisage est notre scénario. Que ce scénario soit provoqué même par le pouvoir et que c'est quelqu'un à l'intérieur du pouvoir qui puisse assumer cette transition, cela ne me pose pas un problème. Mais il est grand temps que un autre nouveau paradigme politique soit créé au Cameroun. On ne peut pas continuer de nous faire comprendre que ce que nous avons vécu pendant 43 ans a été la meilleure chose possible que les Camerounais étaient capables de produire. Et de dire à l'opposition, les clivages sur la base des ethnies, sur la base des régions, sur la base de l'affection qu'on peut avoir pour un individu, ne peuvent pas permettre à l'opposition de pouvoir bousculer suffisamment le pouvoir et imposer une nouvelle réalité politique dans ce pays. Et nous espérons que les uns les autres le comprendront. Ils le comprendront parce que le monde change. L'Afrique change. Nous, les militants nationalistes, patriotiques et panafricains, nous gardons l'espoir que le Cameroun aussi doit changer et changera. Peut-être on pourrait avoir, si peut-être Dieu le veut, un dirigeant comme Ibrahim Traoré. C'est possible pour le Cameroun? Tout est ouvert. Tout est ouvert. Moi, les gens éloignent cette perspective. Pourquoi? Tout est ouvert. Je lis Cameroun Tribune, je vois l'interview de M. Famé Ndongo, je rigole. Tout est ouvert. Tout est ouvert parce que les Camerounais ont soif de changement. Mais des mécanismes, comment faire pour aboutir à ce changement avec les principaux acteurs politiques que nous avons aujourd'hui, c'est là où il y a un hic. Et c'est
malheureusement ce que nous vivons aujourd'hui au niveau du Cameroun. Mais il faut quand même dire que c'est dans les nuits noires que les étoiles brillent de toute leur splendeur. L'étoile du peuple camerounais brillera de toute sa splendeur, et je suis convaincu qu'il y aura des changements. Si ce n'est pas en 2025, ça ne sera pas le monde de 2025. Le Cameroun changera. Patient Parfendom, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Echo 237. C'est moi qui dis merci à Echo 237 et à tous ces internautes. Je leur dis gardez courage. Il faut avoir le courage d'affronter les défis que nous avons avec beaucoup de vigueur, mais en même temps ne vous découragez pas parce que le changement sont inscrits dans l'ordre des choses en ce qui concerne notre pays, le Cameroun. Mesdames, Messieurs, quant à vous, merci de nous avoir regardés malgré l'atmosphère pas très clément. Heureusement qu'on n'a pas été victime de pluie parce qu'on a cru un moment que on allait certainement se déplacer. Mais merci, on a préféré réaliser cette émission-là en vous faisant vivre, regarder la verdure qui est juste derrière nous, ce décor autour de nous. Merci de nous avoir regardés. C'était une autre production de Talk sur Echo 237. On se retrouve très prochainement. Cette émission a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. À bientôt.